Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec David Chanteran, historien et historien d'art. Bonjour David. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Ce que je voudrais vous proposer, c'est d'évoquer les moments d'union, d'unité, de paix entre la Russie et la France. On sait qu'il y a eu des moments dramatiques à différentes reprises dans des guerres. On pourrait parler de Napoléon, et nous sommes d'ailleurs ici dans le souvenir napoléonien, c'est-à-dire cette association qui réunit des passionnés d'histoire des premiers et du Second Empire. Donc on pourrait parler de ces moments de tension, comme par exemple la guerre de Crimée ou Austerlitz, etc. Mais il y a eu dans l'histoire, entre la France et la Russie, 5 moments très forts d'union, de paix, et j'allais presque dire même de fusion entre les deux pays. Ça a commencé, on le sait, avec Pierre le Grand, lorsqu'il vient rendre visite au jeune Louis XV, et j'allais presque dire, ça s'est terminé encore il y a très récemment. Il y a eu des moments de partage, de joie, et on espère surtout que ces moments vont revenir. Donc, si vous le souhaitez, on peut évoquer ces 5 moments d'histoire qui, je crois, donnent un espoir aussi à cette amitié franco-russe qui date de déjà 3 siècles. Oui, je pense que ce sera parfait de rappeler que après tous les moments difficiles, il y a toujours la paix et l'amitié qui reviennent. Toujours parce que, au-delà des difficultés qui peuvent parfois s'engendrer entre les chefs d'État, entre les armées, entre les volontés territoriales ou les zones d'influence, parce que c'est très vaste, évidemment, à la fois pour la Russie, mais aussi la France a eu aussi une zone d'influence. Au-delà de ça, il y a les amitiés entre les peuples. Et je crois que parfois, c'est ça qui dépasse aussi cette volonté. Alors, on peut les rappeler, au XVIIIe siècle, alors que la France est une nation très vaste, très importante, très influente, on est à la fin du règne de Louis XIV, il y a un moment de doute, parce que le jeune roi qui vient de succéder a 5 ans à peine, en 1715, il va s'appeler donc Louis XV, mais il est encore sous la régence de Philippe d'Orléans. Et à ce moment-là, le roi, eh bien, est en attente d'enthousiasme, de respect, et il reçoit la visite du tsar Pierre le Grand, qui est grand à tous les égards, parce que ce jeune enfant, eh bien, il est très impressionné par la stature, par l'ambition, par le caractère du personnage. Et lorsqu'ils se rencontrent, eh bien, pour atténuer cette impression quand même de grandeur, Pierre va prendre le petit Louis dans ses bras, l'embrasser et le porter à sa hauteur. Eh bien, ce geste-là, je crois que nous sommes encore aujourd'hui les dépositaires et les héritiers de cet événement qui a marqué les Français. On a commémoré d'ailleurs cet événement par une très belle exposition au château de Versailles. Eh bien, cet événement, il a donné naissance ensuite à des paix successives. Alors, après cet événement, il y a eu bien sûr le moment de l'union de la littérature, de la philosophie, avec Voltaire, Rousseau, tous les philosophes comme Diderot, qui ont entretenu de très belles correspondances et même des amitiés avec Catherine II. Ça, c'est un moment très important aussi. Ça signifiait que véritablement, la culture russe, la culture française, pouvait se fondre pour donner naissance à une amitié très forte. Et ça, c'est le deuxième temps. Ensuite, on est devant. C'est Napoléon, c'est Bonaparte. Et je crois que c'est un moment qui doit vous intéresser, non? Peut-être. Oh oui, mais même à propos de Pierre le Grand, il voulait marier Louis XV à sa fille. Exactement. Mais cependant, les Français ne voulaient pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas compris l'intérêt dynastique et matrimonial. À l'époque, on ne se marie pas par amour, on ne se marie pas dans ces familles-là, hein. On ne se marie pas non plus en se disant que il peut y avoir une chose très importante pour dans 20 ou 30 ans, c'est l'immédiat. Et l'immédiat, c'est, bien entendu, l'idée d'une alliance ferme et importante. C'est pour ça que, pendant très longtemps, les mariages de l'Ancien Régime, du moins en France, se faisaient avec, en général, des Espagnols ou des zones d'influence qui étaient possibles, ce qu'on appelle l'entente des familles. Et donc les Français n'ont pas compris l'intérêt, du moins dans la cour de Louis XV. Mais c'est dommage, parce qu'ensuite on sait que Louis XV va épouser une Polonaise, et que d'une certaine manière, même s'il récupère avec cela la Lorraine, peut-être, en allant plus loin, on aurait pu faire la même chose. Eh bien, Napoléon, c'est la même chose. C'est le troisième temps de la paix franco-russe, c'est Tilsit. On est en 1807, au mois de juin 1807, et après tous les temps de guerre qui se sont déroulés depuis 1792, le tsar Alexandre
et l'empereur Napoléon font la paix sur le radeau sur le Niémen. Et à ce moment-là, Napoléon, alors qu'il n'a pas encore envisagé peut-être de divorcer d'avec Joséphine, pense peut-être à une union beaucoup plus forte qu'une simple entente paraphée par un traité de paix. Et justement, lorsqu'il a divorcé d'avec Joséphine en 1809, l'année suivante, il envisage d'épouser la sœur du tsar Alexandre. Mais le mariage de la même manière va pas se faire, parce que la zone d'influence n'est pas comprise, parce que on se dit qu'il est plus important d'être allié aux Autrichiens. Et encore une fois, c'est un échec, parce que, on le sait, Napoléon n'aura pas du tout le soutien des Autrichiens en 1814, alors que peut-être le tsar Alexandre aurait pu être beaucoup plus proche de lui. D'ailleurs, lorsqu'il envoie Napoléon à l'île d'Elbe, alors que tous les autres souverains disent qu'il faut l'éloigner beaucoup plus, il a une volonté d'entente, ou du moins de, de, de ménager l'homme qui était Napoléon, qui était un homme quand même très martial, avec beaucoup d'ambition, mais lui se dit, il ne faut pas abaisser l'adversaire. D'ailleurs, comme Napoléon l'avait fait en 1807, il ne faut jamais abattre l'adversaire. Il faut toujours se dire que la magnanimité, le geste, peut aussi conduire à quelque chose de beaucoup plus serein pour les générations qui vont suivre. Le quatrième temps, eh ben, c'est avant 1914. Et ça, c'est un moment que les Français oublient peut-être. Je ne sais pas si les Russes s'en souviennent, mais Nicolas II a accueilli à différentes reprises Poincaré. Et ça, bien entendu, c'est la triple entente. Cette triple entente qui va faire opposition à la triple alliance qui, vous le savez, conduira à la Première Guerre mondiale. Eh bien, ce moment-là est très fort. D'ailleurs, à Paris, on a encore, ben voilà, le pont. Ce pont Alexandre III, qui a été inauguré par Nicolas II, eh bien, il est dans cette perspective-là. Il le fait en se disant qu'il faut conduire et lancer une véritable entente, c'est le mot, hein, entente entre l'Angleterre, la France et la Russie, ce qui, on le sait, sera la gage de paix pour 1918. Et à Saint-Pétersbourg, il y a un pont jumelé. Exactement. D'ailleurs, quand on regarde le pont sur la Seine, on voit d'un côté la Neva et la Seine, et de la même manière, c'est la même chose qui est faite aussi en Russie. Et puis le dernier temps, eh bien, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale, puisque après le pacte germano-soviétique de 1939, pendant quelque temps, la Russie se désintéresse de ce conflit, mais finalement attaquée comme elle l'est par les troupes nazies, eh bien, elle passe de l'autre côté du camp, et c'est elle qui contribue énormément, on le sait, par son sacrifice, à la fois par les sièges de Stalingrad, de Leningrad, et puis de l'apport complet de ses troupes, eh bien, va permettre de repousser l'adversaire pour ensuite faire l'unité avec les soldats américains, avec les soldats français, et il y a un moment d'amitié franco-russe très fort, c'est bien entendu Normandie-Niemen, qui est une escadrille qui va avoir beaucoup d'influence et beaucoup d'importance aussi dans l'esprit des Français, je crois, des Russes aussi. Donc voilà, 5 temps, 5 moments qui montrent bien que dans les moments dramatiques parfois qui ont pu naître auparavant, eh bien, il y avait toujours une lueur d'espoir et que l'amitié franco-russe, elle était sur des bases solides. Charles de Gaulle aussi ou Alors, Charles de Gaulle, avec la guerre. Alors, c'est lié à ce moment-là, c'est-à-dire que il a compris le sens aussi que l'Europe devait aller, ce qu'on disait toujours, de Brest à l'Oural, mais plus largement, il a compris aussi que la Russie était dirigée dans les deux côtés. Trop souvent, on l'a cantonnée comme étant quasiment un continent à part, ni européen, ni asiatique. Mais pour De Gaulle, elle faisait partie vraiment de l'Europe. Et donc, dans les discussions qu'il a lancées, déjà du temps de Staline, ensuite avec Khrouchtchev, et puis même beaucoup plus loin ensuite, puisque ses successeurs vont faire la même chose, aussi bien Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, enfin même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une relation qui s'est entretenue en dehors même de ce que voulait par exemple l'OTAN ou de ce que voulait même une partie de l'ONU. La France fait partie du Conseil de l'ONU, comme d'ailleurs la Russie, et en cela, elles sont les garantes aussi d'une paix mondiale, donc De Gaulle, d'une certaine manière, avait vu juste pour l'avenir. Merci beaucoup David Chanteral. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Comment se passaient les réconciliations entre la France et la Russie après des moments difficiles, par exemple après la guerre de Napoléon? Alors, il y a différentes manières de le faire. Parfois, c'est conduit par une défaite. Et donc, forcément, le vaincu demande au vainqueur d'être magnanime et de trouver un terrain d'entente. C'est ce qui s'est passé du temps de Napoléon. En revanche, lorsqu'il convient de créer des gages de paix,
C'était le cas en 14, avant justement le conflit. C'était le cas surtout après le 45. Il faut éviter justement de passer outre les aspects qui ont été des fâcheries passées. Donc c'est pour ça aussi que l'entente est toujours possible. Puis je vais vous trouver un exemple, à mon avis, qui peut-être est le plus beau. La guerre de Crimée 1854-56 a donné naissance à un texte que tout le monde connaît, qui est Guerre et paix de Tolstoï. Eh bien, Napoléon III avait dit, même s'il avait combattu, en particulier avec ses troupes qui avaient été envoyées, en partie d'ailleurs avec son propre cousin, le prince Napoléon, qui avait été envoyé sur place, à l'Alma, à Sébastopol, enfin il y a eu des choses dramatiques. Il tenait absolument à ce que la paix soit signée à Paris. Pourquoi? Parce qu'il savait aussi que Paris avait été un moment très important dans l'histoire européenne 40 ans auparavant. C'est-à-dire en 1815, les Russes, on parle toujours des Cosaques, mais les Russes avaient redécouvert Paris à ce moment-là. Et ils considéraient que c'était un gage de paix pour l'ensemble de l'Europe. Eh bien, Napoléon III va faire la même chose. Il accueille tous les plénipotentiaires pour signer le traité de paix à Paris. Et comme un très beau symbole, eh bien, au moment où le traité de paix est signé par le fils naturel de Napoléon, qui s'appelait Walewski, Alexandre Walewski, qu'il avait eu, donc que Napoléon Ier avait eu avec Marie Walewska, eh bien, au moment où le traité de paix est signé avec la Russie et tous les autres plénipotentiaires, eh bien, comme un symbole, Napoléon III accueille la naissance de son propre fils, le petit futur, donc le petit prince impérial futur Napoléon IV, et ça se passe au moment justement où la paix est faite avec la Russie. C'est, j'allais dire, un très beau symbole pour l'avenir parce que les naissances sont souvent plus fortes que les morts. Et c'est en cela que ce traité de paix a été porté sur des fonds baptismaux qui, à mon avis, étaient un gage pour l'avenir. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Et est-ce que des événements culturels au cours de l'histoire, ils pouvaient aussi contribuer à la réconciliation? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand il y a par exemple des textes fondateurs, des écrivains, des artistes, des danseurs, comme par exemple Nureyev, ou par exemple dans l'histoire, lorsque les ballets ont été créés avec, voilà, avec Diaghilev, c'est des moments très forts, et de la même manière, lorsque je parlais tout à l'heure de Pierre le Grand, lorsqu'il a voulu construire sa très belle capitale, Saint-Pétersbourg, eh bien, il l'a faite avec des artistes et avec des architectes qui venaient d'Europe, et en particulier français. Donc l'art est toujours un gage aussi de pérennité et d'assurance pour l'avenir. David Chanteron, et avez-vous un événement préféré dans l'histoire des relations entre la France et la Russie? Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, et j'allais dire que ce que j'espère surtout, c'est l'avenir. Mais s'il fallait retenir un moment passé, je crois que c'est le premier. C'est-à-dire l'arrivée de cet immense Pierre le Grand, qui a fait l'effort d'aller au-delà de ses craintes à lui d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire qu'il était très sûr, etc. Après qu'il y a eu des fêtes à Paris, ça c'est pour la petite anecdote, mais il faut voir l'effort que c'était de s'imposer, de montrer qu'il faisait un pas vers l'autre. Et même s'il a été peut-être pris avec beaucoup de distance par la cour de France, eh bien ce premier acte-là est un gage aussi pour ce qui a été fait par la suite. Et donc, d'une certaine manière, c'est une avancée considérable. Et si ensuite Voltaire a eu tellement de considération pour Catherine II, ou Rousseau, ou je vous disais tous les artistes, ou les écrivains, les peintres, Madame Vigée Lebrun par exemple, eh bien c'est aussi parce qu'il y a eu cet effort qui avait été fait. Et parfois, bien dans l'histoire, il faut faire ce pas vers les autres en essayant de privilégier toujours le dialogue à ce conflit qui parfois nous entête. Mais je pense qu'au cours de l'histoire, c'est plutôt la Russie qui faisait des premiers pas vers la France. Même avant Pierre le Grand, il y a eu plusieurs tentatives d'envoyer Oui, bien sûr. des ambassades. Bien sûr. Mais je crois que dans notre histoire plus récente, c'était plutôt l'inverse. Parce que politiquement, notamment après 45, il était compliqué pour une France qui était en plein bouleversement politique, de savoir où se situer par rapport aux idéologies politiques. Et donc, cet effort qu'a fait par exemple Charles de Gaulle, mais il y a eu déjà
René Coty qui avait déjà commencé. Mais même plus largement, hein, il faut penser aussi à tous les députés, il faut penser à toutes les associations, il faut penser aussi à toutes les entreprises françaises qui ont fait des alliances et des accords. Eh bien, tout cela montre bien que le premier geste a été fait, mais qu'ensuite, eh bien, il ne faut plus se soucier de savoir qui fait l'effort, ça doit se faire naturellement. Parce que pour que ça soit durable, il faut justement pas que ça soit un effort, il faut que ça soit naturel. Et ce côté naturel, bah, c'est aussi ce que nous faisons et ce que vous faites très bien avec toutes vos vidéos, c'est qu'il faut que ça devienne à la fois ludique et que l'apprentissage ou la compréhension de l'autre se fasse le plus naturellement et le plus simplement possible. Merci, c'est très gentil David Chanteral. Mais est-ce que Merci. dans la politique, c'est possible de faire de façon naturelle? Il y a toujours des jeux d'intérêt qui sont plus importants que dans mes vidéos. Peut-être, mais ça passe parfois par des choses un peu étranges. C'est-à-dire que même si tout est calculé, même si tout est prévu, il peut se passer un élément qui peut déclencher. On parlait tout à l'heure d'une naissance, on parlait de fêtes. Il peut se passer un imprévu. Par exemple, un artiste qui vient jouer pour des comédiens. Ou alors, je vais vous donner juste un autre exemple. Lorsque Napoléon se trouve à Moscou, en pleine guerre, alors que tout se passe de manière dramatique, bien sûr pour les Russes d'abord, mais aussi pour les Français qui sont empêtrés dans cette guerre terrible, il signe, alors même si on sait que peut-être le texte a été contresigné ensuite, mais il signe la refondation, alors qu'il est à Moscou, hein, il signe la refondation, la recréation de la comédie française. Ah oui, c'est le décret de Moscou. Et le décret de Moscou, même s'il est un peu arrangé, parce qu'il le refait aussi quand il est à Paris, ça montre que même si l'esprit est occupé pour des choses terribles, organisées, comme vous le disiez, eh bien, il reste toujours une part d'idéal, d'imaginaire. Et quel plus bel imaginaire que la comédie. Et la comédie française, avec Molière, avec toute cette tradition, et Pouchkine aussi, qui était un grand admirateur ensuite de Napoléon, le montre bien. Ça montre qu'il y a toujours des interférences qui se font, alors que, par exemple, dans Guerre et paix, Tolstoï aborde les Français. Il dit que c'est une ignominie, mais la Renaissance se fait aussi parce que Natacha et Pierre sont en conduit vers quelque chose qui les dépasse. Donc voilà, d'un chaos, il peut naître quelque chose de très beau, et c'est ce qu'il faut faire avec, en particulier avec l'art et avec la littérature et la comédie. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est la culture qui peut surpasser la politique et qui peut laisser son empreinte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste? Quand la politique a fini, lorsque les idéologies changent, lorsque les pouvoirs changent, lorsque les hommes changent ou les femmes changent à toutes sortes de niveaux, il reste toujours une part de culture. Et cette part de culture, ça passe par la langue, ce que vous faites très bien, mais ça passe aussi par l'écriture, ça passe par la musique. Et il y a tellement d'exemples. La danse, l'architecture, la peinture, et on a tellement justement de relations et de fraternisation qui ont été faites entre la France et la Russie que ça reste. Et rien ne peut l'effacer. Jamais. Même l'histoire, même si on essaie de la retransférer ou de la transfigurer, l'histoire demeure. Et elle reste ancrée au fond de nous et pour les générations suivantes. Oui, et juste cet hiver, par exemple, il y avait Elia Répine au Petit Palais. Bien sûr. En automne, Morozov. C'est qu'encore un exemple. De la même manière, lorsque vous faites des expositions, par exemple sur Monet, sur Renoir, en Russie, ça a de très très grands succès. Les collections qui sont à l'Ermitage sont exceptionnelles pour ça. Ça prouve que il ne faut jamais s'intéresser uniquement au côté national, même s'il faut en être parfois fier, mais ce côté national ne doit pas faire oublier qu'il y a maintenant une culture commune. Depuis 2 siècles et demi, 3 siècles, on le voit, les relations qui ont pu naître, par exemple en musique, entre Borodine d'un côté, Mussorgsky et de l'autre, quelqu'un comme Berlioz, tout ça montre bien qu'il y avait une communion d'esprit, et que cette communion d'esprit, eh bien, nous donne une culture commune, et même si on ne s'habille pas tous de la même manière, eh bien, on est en train tout doucement de se fondre dans un élément commun, même si on a des particularités, et c'est cette particularité qu'il faut mettre en valeur, mais ne pas le faire en opposition. Au contraire, c'est une richesse. Et on espère qu'en ce moment, les échanges culturels ne seront pas entravés. Non, non, bien sûr que non, parce que il restera toujours quelque chose, et de toute manière, la langue continuera, la culture continuera, les textes sont éternels, et l'art, on parlait tout à l'heure du pont Alexandre III, il reste là. David Chanteran,
Et vous avez dit que dans votre organisation, le souvenir napoléonien, il y a aussi une collaboration avec la partie russe. Oui. Comment ça se Hmm. manifeste? Alors ça se manifeste de différentes manières. Ça se fait déjà tout d'abord par l'écriture, par la recherche. Il y a des relations qui se font entre les universitaires, entre les chercheurs, entre les écrivains, et ça se fait à la fois par des Français qui vont faire des recherches, par exemple lorsqu'il y a eu les découvertes à Vilnius, lorsqu'il y a eu des découvertes aussi donc sur la campagne de Russie de manière plus large, mais aussi par exemple le corps de général Gudin. Le souvenir napoléonien était là pour le retour du corps du général Gudin et qui a été offert par Pierre Malinowski? exactement, et qui a été offert à la fois donc par le travail que Pierre Malinowski avait fait, mais aussi par les autorités russes. Donc tout ça se fait en très bonne coopération. Ensuite, il y a d'autres éléments. Il y a des adhérents, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés, à la fois français ou russes qui habitent en Russie, qui sont passionnés par cette histoire et qui entretiennent cette histoire par la revue que nous publions et dont je suis le rédacteur en chef, mais aussi par des échanges vidéo, par des correspondants qui sont là-bas. On a eu des correspondants très longtemps en Russie qui montrent qu'il y a un intérêt pour cette histoire et cette histoire du Premier et du Second Empire, plus largement en France et en Russie. Et puis ça passe par d'autres choses. Ça peut passer par la danse, les danses de cour. Il y a beaucoup de danseurs ou de danseuses russes qui viennent en France ou de Français qui vont aussi. Ça se fait par la reconstitution, reconstitution des batailles, reconstitution de la vie de cour bien sûr russe ou française. Et plus largement, eh bien, il y a des passionnés qui refont chaque semaine à la fois l'histoire, leur passion peut se démultiplier par des costumes, par la nourriture, la gastronomie, et donc tout cela montre que les échanges qui se sont déroulés sous le Premier et sous le Second Empire, eh bien, continuent d'être des ferments de coopération, et l'association est là pour l'entretenir. David Chanteron. Et tant qu'on parle de Napoléon, je vais en profiter. Euh, Quel était, selon vous, le rôle du général Hiver? Alors le rôle, il est toujours un peu exagéré, parce que ça c'est une attribution que Napoléon fait lorsqu'il est ensuite en exil à Sainte-Hélène. Il parle très fréquemment de ces batailles victorieuses, un peu moins, on l'imagine, des batailles qui ont été perdues. En revanche, lorsqu'il évoque Waterloo, il dit toujours que c'est la faute à la fois du temps, de Grouchy, des adversaires, etc. De la même manière pour la campagne de Russie. Il attribue l'échec à ce long hiver, mais on oublie une chose. Lorsqu'il part de Smogorny le 5 décembre 1812, le général Hiver n'a pas encore fait tous les drames qu'on lui attribue. Donc, j'allais dire, c'est surtout parce que ses lignes de communication étaient interrompues, parce que surtout, il est parti trop loin, et il faut jamais oublier que cette campagne de Russie, au départ, devait être seulement qu'une seconde campagne de Pologne. C'est Napoléon qui traverse le Niémen. S'il reste de l'autre côté, il n'y a pas d'échec. Il avait 600 000 hommes, il les a envoyés en se disant que Moscou tombant, les Russes allaient demander la paix, mais il a oublié quelle était la mentalité à la fois du tsar et puis des habitants. Si Moscou a été en flammes, c'était pour montrer que l'hostilité était forte. Il croyait être accueilli comme un libérateur, comme ça avait été le cas à Milan, à Berlin, mais ça n'est pas la même chose. Ce n'était pas un apport de liberté qu'il était en train d'apporter, c'était une invasion. Et donc, eh bien, le sentiment national russe est né en 1812. Donc, lorsqu'en 1912, un siècle après, les commémorations ont été faites, j'allais presque dire que Napoléon était occulté. C'était pour montrer qu'il y a eu un moment fédérateur. Et ce moment fédérateur, en 1912 comme en 2012, pour 2 siècles après, et bien de la même manière, ça n'est pas uniquement que les batailles, c'est aussi pour montrer que Napoléon avait fait un échec. Donc le général Hiver, pour répondre à votre question, le général Hiver, ça n'est qu'un élément, et ça n'est qu'un élément qui ne doit pas occulter l'erreur stratégique, et Napoléon le reconnaît lorsqu'il est à Sainte-Hélène, en disant, il y a le général Hiver, etc., il y a tous les drames de l'après-Bérésina, parce que la Bérésina c'est une victoire française, mais l'après-Bérésina c'est un drame, et la retraite de Russie a été très mal conduite. Mais ça n'est pas uniquement à cause du climat, c'est aussi une erreur stratégique. Tant qu'on parle aussi de Napoléon, je trouve que c'est important de rappeler que même après la campagne de Napoléon en Russie, les cultures françaises, elle a continué à exister. Bien sûr. Il y avait un déclin, mais quand même ça a continué, ça n'a pas été boycotté. Non, ça n'a pas été boycotté parce qu'il faut s'imaginer qu'en 1815, lorsque Napoléon est parti ensuite en dernier exil pour Sainte-Hélène, la paix se fait au congrès de Vienne. Alors, il faut jamais oublier qu'à la cour de Russie, on parlait le français. C'était une langue diplomatique qui était très utilisée. Et donc, au moment de la paix qui est signée au congrès de Vienne, eh bien,
Alexandre, qui a fait la Sainte Alliance dans un premier temps, puis quadruple alliance avec l'Angleterre, ne met pas de côté la France. Bien au contraire, Talleyrand représente le roi Louis XVIII et la paix européenne, elle est faite avec la France et donc avec la culture française qui continue d'être influente, notamment en Russie. David Chanteron, je pense qu'en ce moment, nos spectateurs ils peuvent se poser la question, mais pourquoi on parlait le français à la cour russe? Alors ça, c'est une idée qui est un peu toujours galvaudée, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que le français était une langue qui était parlée parce qu'elle était plus commode. Ça n'est pas vrai. Elle avait plus de nuances. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est parce qu'au moment où les relations diplomatiques se sont mises en place à la Renaissance, l'influence française était très forte. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, eh bien, on a utilisé finalement la langue qui était la plus parlée en Europe, avec 25 millions de personnes qui la parlaient, qui était la France et ses influences. On le sait, en Belgique encore aujourd'hui, un certain nombre de pays. Et puis ensuite, parce que les premiers diplomates, et la langue qui était la plus écrite à ce moment-là, c'était le français. Donc ça va rester jusqu'au milieu du 19e siècle, et puis progressivement, par l'influence ensuite territoriale, c'est l'anglais qui progressivement va prendre le pas, parce que l'empire britannique de Victoria sera le plus puissant. Et c'est pour cette raison aussi que la langue va se perpétuer sous cette forme-là. J'ai entendu encore une théorie sur la propagation de la langue française à la cour russe. C'est que les deux mystiques, comme le français était parlé uniquement par les nobles ou les bourgeois, les hautes couches de la société, les deux mystiques, ils comprenaient pas le français. Et c'était un moyen pour, par exemple, pour les maîtres de la maison, de parler entre eux sans avoir peur que les domestiques Alors, comprennent. cet aspect-là va jouer après. C'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait pour des raisons de simplification de relations diplomatiques et entre les différents ministères des Affaires étrangères, il fallait qu'il y ait une langue commune. C'était beaucoup plus commode que de traduire, comme on le fait encore aujourd'hui, avec des casques, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, on avait choisi de manière commune d'avoir une langue. Et effectivement, après, ça a permis après de se distinguer. Mais ça a été finalement une mauvaise idée, parce que même si les domestiques ne comprenaient pas et qu'on croyait que ça permettait de s'entendre entre soi, ça a donné un peu l'impression, aussi bien en France qu'en Russie, que les aristocrates avaient leur code, leur façon de penser, et que le reste de la population était mise de côté. Et ce côté-là, ce caractère-là, a joué finalement en défaveur de la cour, non pas comme un caractère d'élitisme, mais au contraire d'exclusion du reste de la population. Donc, parfois, il vaut mieux que les langues soient faites, et d'ailleurs c'est ce que Napoléon avait mis en place, lorsqu'il arrivait par exemple dans les provinces illyriennes, en Pologne, en Italie, il laissait l'administration dans la langue du pays, et il n'imposait pas le français, parce qu'il comprenait que c'était une langue d'invasion. Et de la même manière, si vous laissez les aristocrates parler entre eux d'une autre langue, eh bien vous les coupez du reste de la population dans laquelle ils vivent. Et j'ai entendu encore une autre théorie sur la propagation de la langue française à la cour. C'est que après la Révolution française, il y a eu beaucoup de royalistes qui ont quitté la France et qui sont partis en Russie. Oui. Et qui ont commencé, qui sont devenus par exemple gouverneurs. Alors, cet aspect-là est quand même très marginal. Ça avait déjà commencé au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'en réalité, la langue française, aussi bien chez Frédéric II de Prusse que chez Catherine II, qu'en Autriche, avec Joseph, ou ensuite avec par exemple François Ier d'Autriche, et puis ensuite tous ses successeurs, cette langue française, elle est liée aussi à l'influence des philosophes des Lumières. Et donc, d'une certaine manière, ça ne va être qu'une continuité. Mais c'est vrai que la Révolution, avec ses émigrés, va j'allais dire, perpétuer ce caractère-là. Mais c'est très marginal, parce que l'influence, elle était beaucoup plus forte déjà avant, et à la fin du XVIIIe siècle, tous les textes étaient beaucoup publiés en français à travers l'Europe. Oui, et après, comme la cour russe et les nobles et les bourgeois parlaient russe, après ils allaient s'immigrer Exactement. en France. Exactement, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Et en particulier sur la Côte d'Azur, on sait qu'il y a une grande partie de la population des Russes, ce qu'on appelle les Russes blancs, se sont installés sur la Côte d'Azur, et en particulier à Nice, où il y a toujours cette très belle cathédrale qui existe là. Et aussi à Biarritz, il y avait une grosse partie de la population russe. Alors oui, mais ça c'était une installation qui avait déjà commencé un peu auparavant. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, parce que il y avait une entente qui s'était mise en place déjà du temps de Napoléon III, et Biarritz était un lieu de villégiature à la fois pour les Russes, pour les Allemands, enfin les Prussiens dans un premier temps, et parce que l'influence était faite par Eugénie qui s'était installée là-bas. Et c'est vrai que la douceur du pays, le caractère, permettait aussi de s'installer dans un lieu
qui est très à l'écart finalement de toutes les obligations et les dorures du palais des Tuileries. David Chantaran, est-ce que vous êtes déjà allé en Russie? Oui, à plusieurs reprises, à la fois à Saint-Pétersbourg, aussi bien à Moscou. Je suis même allé dans la partie de la Russie occidentale, autour de Kaliningrad, puisque vous le savez sans doute, il y a deux lieux qui ont été marqués par l'histoire napoléonienne, c'est Eylau et Friedland, et en particulier donc Bagrationovsk, et la paix de Tilsit, soviétique aujourd'hui. Eh bien, cette paix de Tilsit a été commémorée en 2007, et j'étais présent pour cette commémoration. Et vous êtes allé pour le travail ou aussi pour le tourisme uniquement? Les deux, à la fois pour le tourisme et pour le travail, parce que les deux sont... Le travail, forcément, c'est ma passion et mon travail d'historien, mais c'est aussi un plaisir de découvrir des pays, des langues, des populations, des échanges, et je le fais aussi bien en Russie que je l'ai fait aussi en Afrique du Sud, qu'en Amérique du Sud, qu'aux États-Unis. Je trouve que l'enrichissement, il se fait surtout par les rencontres. Et la Russie, c'est un endroit tout à fait exceptionnel. J'espère que nos spectateurs puissent aussi, s'ils le souhaitent, bientôt se rendre en Russie, quand ce sera possible avec des liaisons aériennes. On l'espère. Merci beaucoup David Chantaran, votre intervention était passionnante. Merci beaucoup de l'invitation et merci aux internautes qui nous suivent et bravo pour ce que vous faites. C'est très gentil, merci beaucoup David. Et dans la description de cette vidéo, je vais laisser des liens vers les ouvrages de David Chantaran, mais aussi le lien vers l'organisation de souvenirs napoléoniens. Merci.